crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. On baigne dans la morve dans ce marché crypto, les gars. On est la morve de la finance en 2025. Tout le monde a eu droit au bonheur. Les stocks, l'or, les cartes Pokémon. Tout le monde a eu droit au bonheur. Et nous, crypto, on se mange moins 20% sur le BTC, moins 30% sur Ed, sur Solana et compagnie. On se fait enculer, les gars. Et on en a marre. On va passer des mauvaises fêtes de Noël. On a passé une mauvaise année. On se fait chier dessus. On aurait dû exit au précédent Noël. On était tellement heureux. Oh, à cette époque, l'année dernière, on parlait de cadeaux. Aujourd'hui, les amis, le Bitcoin nous a fait une petite poussée intéressante. Il a touché les 90 800 $ avant, malheureusement, de corriger. J'espère, les amis, que vous tenez le coup dans cette phase de marché franchement particulière. On peut l'admettre. Cette phase de marché, elle est hors norme. Elle est hors norme. Puis après, je vois bien que l'intérêt pour l'écosystème, il est en train de chuter. Les gens décrochent, les gens deviennent nerveux. Il reste aujourd'hui presque que les investisseurs les plus convaincus, les investisseurs déterminés, comme vous, comme moi. Oui, ici sur la chaîne, sachez que j'abandonnerai jamais. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, j'abandonnerai jamais. Que ce soit un marché, une journée rouge ou que ce soit une journée verte, je serai là quoi qu'il arrive. De réflexion sur le sujet, ils viennent parce qu'on leur a dit ou ils ont entendu dire ah c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation dans tant d'années, tant de pourcentage de rendement, donc ils planifient des résultats ou des performances et ils fantasment peut-être une vie sur de l'argent qu'ils n'ont pas. Et quand tu arrives le jour J à l'instant T où finalement le marché il fait pas comme ce qu'on avait espéré dans notre tête, et ben là c'est compliqué et du coup on a de la colère et on considère que c'est de la faute des autres et tout. Mais les autres, et personne ne peut contrôler ou manipuler le marché. Le marché, il fera de toute façon ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire il fera ce qu'il veut. Donc ça, c'est ultra, ultra important. Avec la première actualité du jour, on va parler de l'adoption du Lightning Network, le layer 2 de Bitcoin. Le 17 décembre 2025, le Lightning Network enregistre une capacité record des canaux publics à 5633 BTC, équivalent à environ 500 millions de dollars. Bien que le nombre de canaux publics ait diminué de 82 000 en 2022 à 42 000 actuellement, indiquant donc une concentration de liquidité, le nombre de nœuds publics, lui, a augmenté de 32% depuis novembre 2024, passant de 11 900 à plus de 17 500. L'adoption progresse principalement via des canaux privés et des portefeuilles custodiaux comme Wallet of Satoshi ou Blink. Cette croissance contredit les critiques sur une superposition centralisée ou des applications de la loi de Gresham, observées dans des pays comme l'Argentine ou le Nigeria sans contraintes étatiques. Elle confirme également l'utilité du Lightning pour les paiements instantanés et peu coûteux, renforçant ainsi le Bitcoin comme un moyen d'échange quotidien, tout en maintenant sa sécurité décentralisée. DEX, c'est donc un exchange décentralisé par opposition aux SEX, aux exchanges centralisés, comme par exemple Coinbase, Binance, Crypto.com, Kraken, etc. Et donc sur FDEX, pas besoin de KYC, votre argent vous appartient tout le temps, puisque en effet, pour donc se connecter, il faut simplement connecter un wallet. Ça peut être MetaMask, Trust Wallet, Rabi Wallet, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que vous restez possesseur de votre crypto parce que c'est votre wallet. Et donc, ça, c'est le gros avantage des DEX. Mais surtout, vous le savez, les DEX vont tous sortir leur crypto un jour ou l'autre. Et donc, FDEX y compris. Leur crypto arrivera en début 2026, donc très bientôt. Et vous le savez, actuellement, tout le monde a peur. Les gens sont dans l'attente de ce qui va se passer sur les marchés. Et pour moi, c'est justement un bon moment pour s'intéresser aux projets qui vont nous rémunérer, qui vont nous régaler. Au final, c'est un arbitrage qui reste sain, même très sain, de passer par un mempool privé. La seule problématique, c'est si le mempool privé commence à faire du sandwich. Là, c'est très problématique pour le réseau et pour Solana et juste l'écosystème en général. Ouais, la dernière fois, on t'avait parlé de ça justement, et c'est vrai que le sandwich, pour le coup, c'est assez scandaleux. Tu peux peut-être juste réexpliquer rapido ce que c'est pour que les gens qui n'ont pas suivi comprennent de quoi on parle? Bien sûr. Alors le sandwich, du coup, c'est un peu catégorisé comme la pire chose de la blockchain, et on a eu le cas en fait cette dernière année sur Solana. Ce qui se passe globalement et de façon assez schématisée pour vulgariser la chose, c'est que un validateur typiquement peut voir une transaction d'achat arriver. Donc Will par exemple qui achète donc et qui échange disons 1000 USDC contre 1000 bonk. On va dire que le bonk est à 1 $. Rêvons. Donc le validateur en fait va voir cette transaction arriver et au lieu juste de l'inclure dans son bloc comme il le ferait normalement, il va avant même la transaction de Will acheter une énorme quantité de bonk pour faire augmenter drastiquement le prix
ensuite va inclure la transaction de Will, et donc du coup Will en fait il va payer sa transaction, ou du moins il va avoir une quantité de bonk beaucoup moins grande que ce qu'il attend. En fait, du point de vue purement technique, en termes de Layer 1, on va dire que tu as un spectre. Le spectre, il est très simple. Alors là, je parle vraiment de Layer 1 pur et dur. Si tu veux la décentralisation absolue sur le L1, si tu veux les performances absolues sur le L1, tu as soit Hyperliquid, soit Sui, soit Aptos. Et Solana venait se passer un peu entre les deux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en perte de vitesse, d'une certaine façon, parce que, en fait, si tu veux de la performance pure, tu vas la trouver sur Hyperliquid, ou alors sur des Layer 2, type Lighter, Mega ETH, etc. Et si tu es dans la philosophie de base, qui est justement la décentralisation, tu vas te concentrer principalement sur Bitcoin et Ethereum. Donc Solana est un peu en crise identitaire dans tout ça. Les ETF Bitcoin, c'est très sombre et douteux. Fidélité qui vend 2000 Bitcoin, 1000 Bitcoin le 11 décembre. On a Grayscale qui vend également 300 Bitcoin, 140 c'est ceux qui vendent le plus. Cependant, depuis le 10 décembre, il y a un qui n'a pas vendu Bitcoin. Au contraire, il a fait qu'acheter ou rien faire du tout. C'est BlackRock, 2000 Bitcoin le 8 décembre, 800 le 11 et 567 le 12. Le 15, ils ont rien fait et hier, on ne sait pas encore. Pour l'instant, BlackRock sur du court terme ne sent plus trop en mode vente. Cependant, si on dézoome un petit peu le graphique, on voit que ça descend tout de même. On est sur une stabilisation là depuis le 20 novembre, ce qui est plutôt positif. Les gens ne vendent plus, n'achètent plus. On est sur quelque chose qui ressemble un peu à du range. La dernière fois qu'on a fait un truc similaire chez les ETF, c'était entre mars et avril. Côté macroéconomique sur cette fin de semaine. Aujourd'hui, on démarre avec le Japon et la balance commerciale. Ce n'est pas l'annonce la plus explosive, mais ça donne des indications sur le yen et la liquidité. Jeudi à 14h30, on aura le rendez-vous clé de la semaine, l'inflation américaine, avec le CPI global, le CPI core en mensuel et en annuel. Des chiffres trop élevés pourraient peser sur le Bitcoin et les altcoins. À l'inverse, une inflation plus modérée pourrait soulager le marché. Dans la foulée, les jobless claims permettront de voir si le marché de l'emploi US commence à ralentir ou pas. Vendredi, on a la Banque du Japon qui annoncera sa décision sur les taux. Si les taux restent très bas, le yen reste faible et la liquidité mondiale est soutenue. En revanche, un ton plus restrictif pourrait piéger les acheteurs parce que on est en train de conforter cette zone de liquidité ici alors que les vendeurs se sont fait sortir. Maintenant, est-ce que pour autant ça prendra une direction baissière? Faut voir. Du côté du S&P 500, et c'est surtout ça moi qui m'intéresse, le S&P 500 travaille toujours sa zone de fair value gap ici en daily. Et pour moi, c'est vraiment la zone à maintenir. Tant qu'on casse pas cette zone, il n'y a pas forcément de grosse continuation baissière sur les cryptos parce que c'est une zone dans laquelle on peut à tout moment repartir plus haut. Par exemple, le S&P 500, il a fait que baisser depuis le début de la semaine. Donc, il pourrait très bien, lui, annoncer le contraire. C'est-à-dire, je vais aller prendre les stops au nord maintenant pour les chiffres du cycle. Ensuite, il y a eu un dump de 3400 $ pour venir liquider 52 millions de dollars de positions acheteuses. Une journée tout à fait normale sur ce marché des crypto-monnaies. Mais trêve de plaisanterie, ça montre bien que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une période de range et où en fait le marché est indécis entre la hausse et la baisse. Il y a beaucoup de manipulations, donc faites attention si vous vous positionnez sur des positions de trading. Je voulais également vous rappeler que les acheteurs qui ont entre 100 et 1000 BTC qu'on appelle les requins ont accumulé du Bitcoin pendant toute l'année 2025 et sur les derniers plus bas, on peut noter une forte accélération haussière avec 23 milliards de dollars sur les 30 derniers jours de position acheteuse sur le BTC. Je vais y arriver. Mais on a également une autre information. Nous avons les holders long terme qui n'ont jamais vendu autant de BTC sur les 7 dernières années. Et ça depuis le mouvement haussier qu'on a connu à l'été 2025. Donc les institutions ont acheté alors que les holders long terme sont sortis du marché. Ensuite, quand on compare l'évolution du BTC face à l'or depuis les 10 dernières années, à chaque fois qu'on s'est retrouvé sur de tels niveaux d'un point de vue du RSI, donc on peut voir qu'on est très bas ici sur le RSI. Ça veut dire que on est venu breaker la bougie de la semaine dernière et là pour l'instant on est en pleine expansion vers le bas. La target évidente ou la plus évidente quand je regarde ça, forcément c'est ici la petite croix, donc 82 800 ou 83 000, c'est à peu près là où se retrouve du coup la liquidité
de cette bougie weekly il y a 2 semaines. D'accord? Donc pourquoi on peut penser que la target c'est ça? C'est à peu près simple, c'est parce que c'est une extrémité à l'intérieur de ce range. Et donc potentiellement, voilà, c'est le prix que le marché serait tenté de cibler. D'accord? Donc en plus... On n'a pas eu d'intérêt social. L'intérêt social est plus bas que les plus bas des bear markets. On est peut-être dans l'intérêt social le plus faible depuis avant 2018. Tout le monde est désintéressé des cryptos. Le prix n'est pas soutenu, pas poussé vers le haut par l'intérêt qu'on peut porter à l'actif, mais par des niveaux techniques et par un arbitrage entre c'est trop vendu, c'est trop acheté. Donc il n'y a en ce moment aucune traction sur les cryptos. Donc dans des périodes comme ça, il faut adopter une approche par le risque. Attention à son exposition. Le marché peut nous faire un rebond technique, oui, peut nous faire un dead cat bounce, tout le monde parle du dead cat bounce en ce moment, mais il peut aussi aller plus bas. Le mieux, c'est d'ajuster son exposition, d'attendre des signaux de traction qui devraient arriver. Les cryptos remonteront sur le long terme. Il faut juste ajuster son risque pour pouvoir continuer de jouer. Le créateur du cycle de 4 ans qui reste convaincu que... Voilà, il n'y a pas plus convaincu, c'est lui qui l'a inventé, ça fait des années qu'il le suit. Il base pas toute sa stratégie là-dessus, en fait. Exactement. Donc, ce qu'il dit, regardez, c'est un tweet assez récent, mais c'est assez révélateur. Je pense qu'il y a plein de gens qui disent on fait all-in, on suit un seul truc. Mais même lui, qui est le créateur, il se base pas sur son propre, voilà, qu'il a démocratisé, qui est quand même un des schémas narratifs principaux en crypto, non? Et la cyclicité de 4 ans, mais ça représente 1/3 de son allocation. C'est un de ses stratégies, avec une autre stratégie en weekly trend, donc un trading un peu plus actif sur les tendances à la semaine, et 1/3, donc cycle de 4 ans, 1/3 trading un peu plus court terme, et 1/3 hold. Voilà. On vend pas, on fait juste renforcer le bag. Donc vous voyez que même le créateur, il utilise ça juste pour 33% de son bag total de Bitcoin. Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Total 3 a beaucoup augmenté parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont sorties, il y a beaucoup de supply qui a été dilué. Donc en fait, si je reprends un schéma que j'expliquais il y a pas mal de temps, on a beaucoup d'offres sur le marché, donc il y a de plus en plus d'altcoins qui sortent avec du supply qui augmente, mais elle, la demande justement... n'a pas été aussi forte qu'en 2021. Ça, notamment, je peux l'expliquer via l'impression des stablecoins. Donc, j'ai un indicateur, justement, qui me permet de voir un petit peu comment on imprime des stablecoins, enfin, à quelle fréquence, pardon, on imprime des stablecoins. Et ici, on peut voir tout simplement que l'impression de stablecoin est sensiblement la même à ce qu'on avait en 2021. Et on voit justement que cette grosse impression de stablecoin qu'on avait eue ici en 2021 a permis de faire cette all season et que malheureusement, cette impression de stablecoin ici, qui a été quand même assez forte, n'a pas permis de faire une all season. Parce que justement, en 2021, allez, on va dire que l'offre était peut-être ainsi, et donc la demande était vraiment beaucoup plus importante que l'offre, ce qui a fait que littéralement on a eu une grosse all season, et que si jamais je devais comparer justement ce qui s'est passé sur ce cycle, c'est que tout simplement l'offre a été tellement importante, il y a eu tellement de crypto-monnaies, tellement de supply, qu'avec une demande similaire, comme ceci, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir une hausse des prix. Les cartes, le détail, les voici. On a 87% d'avoir les commons à 1$, 10% les $5, 2,5% les 25 USDC, 0,1% les $100 et 0,01% pour les 10 000 USDC. Donc forcément, celles-là, elles sont ultra rares. Je pense qu'il faut pas trop compter les avoir, même si on peut toujours se dire que c'est possible, bien évidemment. Mais l'avantage est multiple. Déjà, il y a un airdrop qui arrive au mois de janvier pour Jupiter. Et l'année dernière, ce que Jupiter avait fait, c'est qu'ils avaient récompensé ceux qui faisaient du volume sur les swaps. Donc comment est-ce que ça fonctionnait l'année dernière? C'est très simple. Lorsqu'on avait fait $800 de volume, on gagnait 50 jupes. Lorsqu'on avait fait 29 250, 500 000, 3 000, 3 millions, 10 000 et 14 millions, 20 000 jupes, sachant que ça c'est le volume total. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.